Minova, plusieurs chantiers sont aux arrêts. La ville est lugubre, les populations sont pleines. Lors de la visite du ministre de l'Aménagement urbain et du développement et de l'habitat, ils ont dénoncé cet arrêt des chantiers et les prestataires ont été rappelés à l'ordre. Ceux-ci ont fait savoir que les financements tardent à arriver. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette fin de parcours pour un gang de présumés malfrats à Yaoundé. Ils sont accusés d'être spécialisés dans le braquage et vol de bétail après avoir commis plusieurs forfaits dans la cité capitale et ses environs. Les éléments de la gendarmerie de Minkwameyos ont lancé une chasse à l'homme et leur investigation a permis de saisir plusieurs appareils électroménagers et le matériel utilisé durant les agressions du côté de Yaoundé. Le récit des faits avec Emmanuel Job et Marcelin Gansop. La cour principale du poste de gendarmerie de Minkwameyos, prise d'assaut par une vingtaine de personnes. Ce sont les victimes de ce gang de présumés malfrats, spécialisés dans le braquage et le vol de bétail. Leurs espoirs vont au-delà de la capitale. Ces malfrats ont porté chez moi plus de 750 poulets réformés, 120 tonnes de 3 mètres et beaucoup d'autres choses. Et tirer la motopompe dans l'eau, les bouteilles à gaz et toutes les matières et autres choses qu'on travaille en brousse avec. La nuit du 20 novembre, ils sont venus et étant décidés d'amener des porcs. Ils ont neutralisé les gardiens, ils ont broyé leur téléphone, ils ont tué les chiens et dans leurs 2 véhicules, ils ont mis quelques porcs, dont une somme de 8 porcs. Dans la nuit du 14 au 15 novembre, mes employés m'interpellent à 1h50 qu'ils ont été ligotés, tabassés et les gars ont emporté toute la porcherie. C'est au terme d'un chasse à l'homme qui a duré une dizaine de jours que les éléments du poste de gendarmerie de Minkwameyos ont démantelé ce gang dont les multiples forfaits ont fait perdre le sommeil à plus d'un à Yaoundé et ses environs. Nous avons pu retracer avec exactitude le parcours de ces malfrats entre le 1er octobre et le 20 novembre, ce qui nous a permis d'établir très clairement que ce gang exerce dans la ville de Yaoundé et de ses environs. Et nous avons par ailleurs pu recenser à leur actif durant cette période une vingtaine de braquages environ. Un dénominateur commun à tous les membres de ce gang, ce sont tous des repris de justice, unis pour le pire. La plupart de ces malfrats sont des repris de justice qui, pour la plupart, se sont connus en prison et au sortir de prison, se sont mis ensemble pour perpétrer ces différents braquages. C'est bientôt la fin d'année, période par excellence, où les malfrats sèment la panique en instaurant un climat d'insécurité. Les populations sont invitées à ouvrir l'œil et à collaborer sincèrement avec les forces de sécurité. En cette fin d'année, j'invite les populations à un peu plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre en général et avec la gendarmerie en particulier. J'invite les dites populations à avoir la culture de dénonciation. Chaque fois qu'un fait, vous êtes victime ou bien vous constatez un fait, j'invite la population à immédiatement dénoncer. Ce gang de présumés malfrats sera présenté aux autorités judiciaires dans les prochains jours. Question de répondre de leur forfait devant les juridictions compétentes. Le chiffre du jour, plus de 2000 nouveaux cas positifs de coronavirus enregistrés en l'espace d'un mois au Cameroun. Cela fait en moyenne 69 cas enregistrés chaque jour. Les régions les plus touchées sont l'Ouest et le littoral. Et à la grande surprise, le gouvernement n'a annoncé aucune nouvelle mesure de riposte pour limiter la propagation du Covid-19. Seules les mesures barrières sont rappelées à chaque communication du ministère de la Santé publique. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. On le croyait déjà parti. Il est pourtant encore là. Au Cameroun, le coronavirus continue de sévir. Nous nous situons à 22 103 cas au 1er novembre 2020. Un mois après, c'est-à-dire le 1er décembre 2020, nous sommes passés à 24 189 cas, soit
2086 cas confirmés en l'espace de 30 jours. Par simple division, la moyenne nous donne plus de 69 cas par jour. Sur près de 25 000 cas avérés, selon le ministre de la Santé publique, 813 sont actifs, tandis que le taux de létalité se situe à 1,8%. Si 22 939 personnes ont pu guérir de cette maladie, 813 cas actifs sont répertoriés et 62 patients actuellement suivis dans nos unités de prise en charge dédiées. Heureusement, 6 seulement de ces patients nécessitent une mise sous oxygène. À ce jour, nous enregistrons 437 décès malheureusement. Au bilan, les statistiques affichent un taux de guérison de plus de 95%, soit un taux d'occupation de lits de 1,9% pour un taux de létalité de 1,8% et un taux de sévérité de 0,5%. Autrefois épicentre de la pandémie au Cameroun, la région du centre cède la place aux régions de l'ouest et du littoral, où l'on trouve désormais plus de cas confirmés. Ces chiffres sont tout à fait révélateurs de la situation réelle des régions de l'ouest et du littoral, où des poches de réémergence du virus ont été découvertes. Dans la journée du 10 novembre 2020, le district de Penka-Michel a enregistré 17 nouveaux cas de Covid-19. Dans le même espace de temps, 5 cas graves étaient signalés à l'hôpital régional de Bafoussam, dont 2 placés sous oxygène. Le spectre d'une nouvelle vague de contamination à grande échelle n'est pas à exclure. Mais le gouvernement se félicite déjà de la stratégie nationale de riposte qui, selon le ministre de la Santé publique, a valu au Cameroun la reconnaissance des institutions internationales. La reconnaissance du Fonds mondial, du Fonds monétaire international, qui, à travers son directeur général, a salué le 21 octobre dernier à Washington la transparence dont fait montre notre pays dans l'attribution des contrats aux entreprises dans le cadre de l'exécution de notre plan de riposte contre la pandémie. Dans la même veine, l'Organisation mondiale de la santé, dans un classement récent des pays ayant le mieux géré la pandémie, a pour le cas du continent africain reconnu 2 pays, dont le Cameroun, comme ayant le mieux assuré la gestion de cette pandémie. Pour le gouvernement donc, point n'est besoin de prendre de nouvelles mesures, d'autant que celles édictées jusqu'ici portent des fruits. Je crois qu'il est important de valoriser la stratégie de riposte du Cameroun, parce que, comme je l'ai dit, cette stratégie n'existe nulle part. C'est une voie, et une voie unique que le président de la République, son excellence Paul Biya, lui m'a tracée. Vous savez que nous, on n'a pas fait le confinement strict. Or, certains continuent de le faire. Nous, on n'a pas pris certaines options. Le couvre-feu, on n'a pas pris tout cela. Le président de la République, dans sa sagesse habituelle, a dit voilà comment le Cameroun va se comporter. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a que les Camerounais qui reconnaissent que cette pandémie n'a pas été bien gérée. Il n'y a que les Camerounais, malheureusement, certains Camerounais, je veux dire. S'il redoute une résurgence de la pandémie au Cameroun, le gouvernement reste cependant campé sur la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains à l'eau coulante, entre autres. Des mesures qui ne sont pas contraignantes, mais tout simplement conseillées pour limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Face à cette progression inquiétante du coronavirus, comment réagissent les autres États africains? Au Congo-Brazzaville, l'état d'urgence sanitaire est prolongé pour une nouvelle fois au regard des nouvelles contaminations enregistrées, contaminations liées au Covid-19, mais ces mesures suscitent des grincements de dents chez les opérateurs économiques à l'approche des fêtes de fin d'année. On voit tout cela avec Nadine Yambou. Au Congo-Brazzaville, alors que le pays est confronté à une recrudescence des cas de coronavirus, les restaurateurs et autres propriétaires hôteliers sont aux abois après le prolongement pour la 12e fois consécutive de l'état d'urgence sanitaire. Ces opérateurs, inquiets pour l'avenir de leur activité, déplorent la baisse de leur chiffre d'affaires. De nombreux salaires sont également menacés. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux parents ne savent plus comment faire pour satisfaire leur progéniture.
Dans une circulaire, les autorités indiquent que le couvre-feu est ramené à 20 h le week-end. Cette décision a été prise après l'ouverture clandestine de plusieurs boîtes de nuit alors qu'elles devaient rester fermées jusqu'à nouvel ordre. L'Ouganda se prépare à débuter d'ici le 15 décembre 2020 une campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est le président Museveni Yoweri qui l'a annoncé lors d'une allocution télévisée. Ce vaccin, qui sera administré à la population, a été développé par des scientifiques ougandais avec la collaboration de laboratoires étrangers. Les malades sous assistance médicale seront les premiers à recevoir des doses de vaccin. Dans la bataille contre la pandémie de coronavirus, des chercheurs ougandais ont mis sur pied 7 produits, dont 6 sont en phase d'essai. Parmi lesquels on retrouve 3 antirétroviraux tuant à la fois le virus et limitant les effets secondaires. Ils rassurent sur l'efficacité de ces produits et donnent 40 jours pour voir les patients être totalement guéris. Le président Museveni a salué les prouesses de ces chercheurs ougandais qui œuvrent sans relâche à la lutte contre la pandémie de coronavirus dans le pays. Dans un rapport publié le 30 novembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé indique que les actions de lutte contre le paludisme sont en berne sur le continent africain. Et la pandémie de coronavirus a fortement déstabilisé toutes les stratégies mises sur pied par les pays pour éradiquer la malaria. Le paludisme a tué près de 409 000 personnes dans le monde en 2019, avec plus de 90% de décès enregistrés en Afrique. Selon l'OMS, l'Afrique avait pourtant réussi à réduire la mortalité de 44% en l'espace de 20 ans. Mais le manque de moyens financiers en raison de la pandémie de coronavirus pourrait faire plomber tous les efforts. Et les perturbations enregistrées dans le circuit d'approvisionnement des médicaments pourraient entraîner la mort de 100 000 personnes, si rien n'est fait, avertit l'OMS. Sans perdre de vue la lutte contre la pandémie de coronavirus qui continue sa progression inquiétante dans le monde, l'OMS appelle les dirigeants des pays africains et même les partenaires à ne pas baisser les bras afin d'éradiquer cette maladie endémique. Et à l'échelle internationale, le Royaume-Uni est l'un des premiers pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19, vaccin fabriqué par l'allemand BioNTech et l'américain Pfizer. Ce vaccin sera disponible au Royaume-Uni dès la semaine prochaine, a annoncé le gouvernement britannique. Parmi les personnes prioritaires à recevoir ce vaccin figurent les résidents de maisons de retraite, le personnel soignant, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Les résultats des tests à grande échelle de ce vaccin ont montré une efficacité à 95%. La Russie, elle aussi, pourrait se lancer également dans la vaccination de ses concitoyens. Au Cameroun, en plein cœur d'une zone industrielle à Douala, des bidonvilles côtoient des fleurons de l'industrie portuaire, des opportunités économiques inaccessibles pour des jeunes sans emploi et livrés à l'insécurité au lieu dit Essengue dans le 1er arrondissement de Douala. Dans ce quartier où la misère dicte sa loi, de nombreux déplacés de la crise anglophone y ont trouvé refuge. La peinture de la pauvreté est racontée dans ce reportage au moment où l'autorité traditionnelle prend le pouvoir de commandement et fait face à de nombreux défis sociaux. Reportage signé d'Alastana et Donald Brice Kamgan. Elles vivent de pêche et d'autres petites activités. Mais globalement, l'oisiveté, c'est le quotidien des populations à Essengue. Ce quartier, situé dans le 1er arrondissement de Douala, est en zone économique, puisqu'il jonche le port autonome, mais ne semble pas bénéficier des retombées liées à sa situation géographique. Les conditions difficiles que nous vivons ici, déjà nous vivons dans l'insécurité. Si le gouvernement peut vraiment nous envoyer des agents, peut-être comme les agents communaux et puis peut-être comme peut-être même le policier, qui peuvent vraiment sécuriser. Et parfois il y a des opérations, il y a vraiment de vols de motos donc partout, on voit un peu. Le nouveau chef de 3e degré prend fonction. Le chef du canton Bel a personnellement fait le déplacement pour installer Renengui. Voici votre nouveau chef.
l'avance pour qu'ils deviennent forts, mais que Essengue, notamment, soit à l'image de la qualité de notre pays. Parmi ces défis, la nouvelle autorité traditionnelle veut diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui entretiennent le mal-être social ici et de dresser une thérapie efficace. En réalité, Essengue est un quartier exceptionnel. Nous avons plus de 500 entreprises à moins d'1 kilomètre, ce qui devrait constituer pour nos jeunes en réalité un vivier d'emploi. Mais à partir du moment où ces jeunes ne bénéficient pas d'un encadrement adéquat, parce qu'il faut le dire, on ne viendra pas donner du pain à la bouche de quelqu'un qui dort à la maison. Mais il faudrait que les gens démontrent de la volonté de modifier leur destin. Essengue est au moins 100 hectares pour la parcelle habitée. Il faut y ajouter d'autres zones non habitées. Le nouveau chef a la charge de gérer 15 000 personnes, dont de nombreux déplacés de la crise anglophone arrivés récemment. Mais pas seulement, un contentieux oppose ce quartier au port autonome de Douala. Pour son extension, le PAD, qui soutient que cette zone est comprise dans son patrimoine, envisage le déguerpissement de ces populations. Le conflit est pendant devant les tribunaux. Mettons le cap sur Ebolova, capitale régionale du Sud, là où le désordre urbain et l'insalubrité dictent également leurs lois. Le constat a été fait lors d'une visite des différents chantiers aux arrêts par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les populations ont dénoncé l'abandon de ces chantiers. Les prestataires ont été sommés de reprendre les travaux, mais ils se posent l'épineuse question du financement de ces différents chantiers. Des précisions avec Roger Takala et Isabelle Caral-Zoupet. Ebolova est une ville sale. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain en a fait le constat lors de sa visite de travail dans cette région du Sud. On arrive à Ebolova, on trouve les plastiques dans la rue, on trouve que la rue est sale. Est-ce que c'est normal? Ordures ménagères écument les rues, au vu et au su des autorités locales. Ajouté à ce triste visage, le mauvais état des artères de la ville et l'occupation anarchique de la voie publique. Il reste des choses à faire. J'ai enregistré au niveau du maire de ville les attentes des populations. Me réjouir de ce que l'ensemble des autorités locales, des populations, des acteurs, des autorités administratives disent oui à accompagner le président de la République dans l'adressage des questions de désordre urbain et d'hygiène et salubrité. Les habitants d'Ebolova, fatigués de ces mauvaises conditions de vie, souhaitent simplement que cette fois, les promesses tenues soient respectées. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait développement et que la route soit effective. Bon, les travaux ont été suspendus, on attend, on ne sait pas. Bon, si ça se réalise cette fois-ci, on serait très content. Ces difficultés des populations d'Ebolova sont les mêmes relevées à San Mulima, où la ministre s'est également rendue. Des travaux de réhabilitation pour donner fière allure à ces villes ont pourtant été engagés depuis plusieurs années. Mais jusqu'ici, aucun chantier livré. Où en est-on avec la qualité de la fourniture de l'énergie électrique dans le Septentrion? Eneo annonce que grâce à ces travaux menés jusqu'ici, l'entreprise progresse dans l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique pour ses consommateurs installés dans les régions septentrionales. Toute une équipe sous la supervision du directeur central y travaille afin de permettre à ces populations d'avoir de l'énergie en continu. Reportage avec Flavien Valondongo et Olivier Tsefo. Lac d'eau, le cœur du système électrique dans le Septentrion. Dans la centrale, ce 26 novembre 2020, 4 groupes d'une capacité totale de 72 MW. Les machines, bien maintenues, sont en état de marche. Elles tournent, mais ne débitent que moins de 20 MW. La faute au déficit d'eau. Ici, le barrage qui alimente la centrale a un niveau d'eau particulièrement bas. Et vous voyez que, en termes de ce niveau, en temps normal, en novembre, on devrait avoir l'eau au niveau de ce lit que vous voyez sur le rocher. Mais ils sont tous hors de l'eau. Comme vous regardez, vous allez voir. Donc c'est ça le gap que nous avons entre l'eau qu'on attendait avoir et l'eau que nous avons. Un peu en amont du barrage, les populations essentiellement des pêcheurs. Elles sont aussi impactées par la baisse du niveau d'eau. La chute d'eau nous a vraiment
donner un impact négatif. Puisqu'il y a de cela 6 ans, 7 ans, la quantité d'eau se retrouvait presque dans les maisons. Actuellement, nous sommes situés à plus de 100 à 150 mètres de débarcadère. Nous sommes obligés de nous déplacer vers le fond. Et là même, ça nous inquiète, puisque à l'heure-ci, l'eau ne devait pas être à ce niveau. Nous avons déjà perdu plus de 200 mètres. Effet des changements climatiques, certainement. Pour l'heure, la production de lac d'eau, combinée à celle de Djambourtou et Maroua, ne suffisent pas à satisfaire la demande en électricité des 3 régions septentrionales. Eneo rationne. Les plans de délestage sont communiqués régulièrement et l'entreprise met en œuvre en ce moment un plan d'urgence pour réduire l'impact. Le directeur central de la production a, au cours de sa visite à Lagdo et à Djambourtou, annoncé le transfert en cours de 20 MW de capacité thermique d'Ahala Yaoundé à Djambourtou et Ngaoundéré. Là où je vous parle, on est en train de charger le conteneur à Ahala pour pouvoir monter. Le temps qui rallonge un peu le délai, c'est le travail de génie civil. Le groupe vibre, donc on ne peut pas mettre ça sur n'importe quelle surface. Il faut faire un aménagement génie civil pour pouvoir poser les groupes. C'est ça qui va nous prendre un peu du temps, mais nous sommes en train de pousser autant qu'on peut pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je suis ici au nord pour les fêtes de fin d'année et le chant qui arrive au début de l'année prochaine. En attendant, sur place dans le septentrion, les grandes entreprises renoncent à une partie de leur consommation habituelle pour permettre d'alimenter les ménages au mieux. Nous avons engagé des négociations avec nos clients industriels qui sont les plus gros consommateurs afin qu'ils réduisent leur consommation, particulièrement à des périodes de pointe, pour que les ménages puissent bénéficier de l'énergie. Et nous profitons de cette tribune pour remercier ces clients industriels qui ont bien voulu accepter de s'effacer de temps en temps. L'inadéquation formation-emploi est une pathologie chronique au Cameroun. Plusieurs formations universitaires n'ont aucun lien avec les exigences du monde socio-économique. Du coup, des milliers de jeunes diplômés doivent faire face à une question lancinante, celle de leur employabilité. Et comment le gouvernement peut-il inverser la tendance du chômage et du sous-emploi au Cameroun? Il mise sur la bourse de sous-traitance industrielle afin qu'elle soit une plateforme d'expérimentation pour des jeunes ingénieurs en formation dans les universités. Explication dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. 5000 chaque année les étudiants qui sortent des universités au Cameroun. Le nombre de plus en plus croissant rime avec les difficultés qu'ils ont à se frayer un chemin après la fac. La faute à des cursus souvent loin des besoins réels de la société. À l'occasion de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat, la bourse de sous-traitance et du partenariat, instrument de l'État pour le positionnement des PME, amène les étudiants à se frotter au monde de l'entreprise. L'initiative, c'est de pouvoir permettre ici qu'il y ait un maillage entre l'école et le travail de terrain des entreprises. Question de vous impliquer dans l'entrepreneuriat à travers les stages, l'apprentissage et ainsi de suite. Ces étudiants de 4e et 5e année de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala comprennent les réalités de leur futur milieu professionnel. Nous sommes là pour comprendre ce domaine-là. Vous puissiez vous-même vous implanter demain, ceux qui ont déjà des projets, déjà commencer à voir c'est comment. Parce qu'on a sur le terrain, visiter, revenez approfondir vos idées, de voir, faire un projet. Évoquons cette note du ministre de l'administration territoriale. Il annonce que les chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux doivent bénéficier d'une dotation spéciale du président de la République. Selon le ministre Paula Tangandji, c'est un appui financier et un acte de sollicitude à l'endroit des chefs traditionnels engagés dans la campagne électorale. Les gouverneurs sont chargés de remettre cet appui aux bénéficiaires. Justement, comment se déroule cette campagne électorale pour les chefs traditionnels candidats au poste de conseiller régional dans le Nyong-Ekele? Ils sont en train de se rapprocher des populations afin de mener un plaidoyer pour être plébiscité au soir du 6 décembre prochain pour porter les problèmes des différentes régions, notamment celle du Nyong-Ekele, département du Nyong-Ekele et la région du centre. Évocation dans ce reportage.
À Ezeka, dans le département du Nion-Ekele, le commandement traditionnel privilégie les campagnes de proximité afin de convaincre les électeurs. Ici, à Sodibanga, à Mesondo, les candidats en lice présentent leur plan d'action ainsi que le bien fondé de ces élections censées, selon eux, matérialiser le processus de décentralisation au Cameroun. Aux membres du commandement traditionnel de Nion-Ekele, c'est de faire un vote utile, un vote qui profite aux Nion-Ekele. Parce que pendant longtemps, nous avons fait confiance aux gens qui, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts nombrilistes, n'ont rien fait pour un développement communautaire. Les chefs traditionnels de Nion-Ekele n'ont pas une voix qui porte. On les utilise seulement comme un bétail électoral. On les utilise lorsque les gens veulent se positionner. Nous voulons leur dire aujourd'hui que nous devons changer cette façon de faire. Si nous ratons ce tournant majeur, ce tournant décisif d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre de gestion de nos communautés, de gestion de nos populations, nous n'allons vraiment pas se remettre d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. Dans le Nion-Ekele, les jeunes chefs traditionnels se disent conscients des difficultés auxquelles sont confrontées leurs populations et se présentent comme étant les personnes capables d'impulser une nouvelle dynamique. Nous nous adressons aux populations pour leur dire qu'il faut désormais un nouveau logiciel pour la gestion du Nion-Ekele. Il nous faut des véritables personnes pour parler au nom des chefs dans le cadre de la région. Même dans le code général des collectivités décentralisées, il est prévu qu'il y ait des comités de village, les comités de quartier. Le développement désormais, c'est à partir de la base. Nous pensons que la jeunesse est un atout, majeur à l'édifice de ce que nous sommes déjà en train d'implémenter et de ce slogan qu'est le développement des populations. Ce sont au total 7 listes de chefs traditionnels en compétition dans ce département. Côté partis politiques, 4 formations, dont le RDPC, le PCRN, l'UPC et le PURS, sont également mobilisés sur le terrain de la campagne électorale dans le Nion-Ekele afin de convaincre leurs électeurs et d'obtenir leur suffrage le 6 décembre prochain. La célèbre écrivaine camerounaise Djali Amal Amadou vient de remporter le prix Goncourt des lycéens. L'annonce a été faite ce jour lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en visioconférence. Elle a remporté ce prix grâce à l'écrasante majorité des voix du jury, 9 voix obtenues sur 10. Ce prix Goncourt des lycéens est différent du Grand Prix Goncourt qui a été remis à Letellier, un Français écrivain. Elle remporte ce prix qui permet aux lycéens français d'avoir accès à son ouvrage. Je vous propose de suivre la réaction de Djali Amal Amadou lors de l'annonce de cette distinction qu'elle a remportée haut la main. Merci beaucoup à tous les lycéens et à leurs représentants si jolis. Pour moi, ce prix représente beaucoup. Ce prix des lycéens représente beaucoup, parce que justement, quand on parle des violences faites aux femmes, et que ce soit les jeunes qui sont sensibles à ce sujet-là, quand on parle de mariage précoce et forcé, quand on parle de viol conjugal, des violences physiques, morales, etc., et que les jeunes sélectionnent, choisissent ce livre pour en faire leur lauréat, en réalité, ça signifie un espoir pour l'avenir. Ça signifie que les jeunes sont sensibles et que ce sera donc un changement pour le monde. Merci beaucoup à tous les lycéens qui ont lu, qui ont apprécié. Merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé ce magnifique prix. Et évidemment, merci déjà aussi à mon éditrice Emmanuelle Kola qui est là juste à côté de moi, à toute l'équipe, Angélique, à toute l'équipe, Estelle, l'attachée de presse, tout le monde, à Virginie, à Justine et à toute la diffusion, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, à l'académie, etc., à la FNAC, à vous, hein, Nicolas aussi. Merci. Encore une fois, merci, Monsieur le ministre, pour vos encouragements. Je suis très contente
Et voilà, je ne peux pas ne pas dire un mot également, rappeler juste que dans le Nord Cameroun, les jeunes, les femmes sont tuées chaque jour par les exactions de Boko Haram. Rappeler qu'une semaine avant que je n'arrive en France, 7 élèves du lycée dans le sud-ouest du Cameroun ont été assassinés par les Ambazoniens, voilà, dans la région anglophone. Et rappeler surtout que ce n'est que par l'éducation et l'éducation des filles qu'on pourra changer le monde et qu'on pourra développer nos pays. Et j'espère donc être cette voie-là qui permettra de sensibiliser, de faire un plaidoyer pour pouvoir faire évoluer la condition des femmes et l'éducation des jeunes. Le puissant message de Diali Amadou Amal, lauréate du prix Goncourt des lycéens en France, elle qui a tenu à rappeler l'enjeu de l'éducation pour les jeunes filles camerounaises en proie à de nombreuses violences, notamment dans les régions septentrionales, mais aussi dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, aux côtés des seigneurs de la terre dans l'arrondissement de Mouanko. La SABC a tenu à remettre du matériel agricole afin de permettre aux producteurs d'améliorer leur capacité de production agricole et de nourrir le Cameroun. Reportage. 5 000 €, soit 3 250 000 francs CFA pour le développement des femmes de la localité de Mouanko dans la Sanaga maritime. L'initiative est du Fonds Pierre Castel via le groupe SABC qui s'est joint le 26 novembre 2020 au peuple de Mouanko pour célébrer la première édition du festival traditionnel et culturel de ce groupement qui a réuni les Yakalak, les Malimba et les Pongo Songo. Je déclare ouvert le festival traditionnel et culturel du peuple de Mouanko, toute première édition. L'occasion pour le leader agro-industriel de soutenir cette communauté rurale avec une dotation en matériel agricole comprenant entre autres des houes, des machettes, des porte-tout, des pulvérisateurs, des brouettes et bien d'autres outils. Le fonds Pierre Castel et M. Pierre Castel lui-même, le directeur du fonds, nous le remercions infiniment, les SABC également, pour tout ce qu'ils viennent de nous apporter. La capacité de production va augmenter avec ça. Parce que là, on n'est plus bloqué, on veut transporter le manioc, on n'est plus bloqué. On a un outil qui peut nous permettre de transporter facilement. Outre le soutien à la productivité agricole, le Fonds Pierre Castel a doté la salle multimédia du Centre de promotion de la femme et de la famille de 3 ordinateurs complets, de 2 imprimantes et d'un scanner. Plus que du matériel, une formation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication a été gratuitement offerte dans l'objectif de rendre autonomes les femmes rurales de Mouanko à travers les TIC. Humblement merci au Fonds Pierre Castel pour ces dons et pour la formation reçue. Pourquoi? Parce que les femmes, en un laps de temps, elles ont pu acquérir certaines connaissances sur le plan informatique. Je suis vraiment content d'avoir assisté à cette cérémonie. Je dis merci aux responsables de la SABC. En même temps, je salue la générosité du patron Castel. On rappelle, le Fonds Pierre Castel instauré en 2018 a pour but, en France et en Afrique, de soutenir les actions en faveur d'initiatives agricoles et agroalimentaires et de soutenir les démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse. Cette initiative conduite par le Fonds Pierre Castel et le groupe SABC traduit la réelle volonté de M. Pierre Castel à soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Et cet accompagnement s'est caractérisé par un don en matériel agricole et également une formation pour accompagner celles-ci à développer leurs capacités en matière de TIC. Depuis lors, des dizaines de porteurs de projets promoteurs ainsi que des communautés tout entières ont pu bénéficier de ce soutien au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h,
Retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le président de la République apporte un appui financier aux chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux dimanche 6 décembre prochain. Selon le ministre de l'Administration territoriale, il s'agit d'un acte de sollicitude à l'endroit de ces chefs traditionnels qui ont, selon lui, fait la demande au début de la campagne électorale. Le montant n'a pas été dévoilé, mais les gouverneurs sont chargés de distribuer aux bénéficiaires l'appui financier qui intervient pratiquement à la fin de la campagne électorale qui marque la première élection des conseillers régionaux au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette édition Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, rendez-vous dans la deuxième partie, hein. C'est pas la fin, Cédric. On a fini avec vous, Cédric. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite dans Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours accompagné de Ba Akwen Nadier du PCRN, Didier Impoa du FSNC, il est là, Prince Aristide Ngekam et Bernard Tchaye de l'Union des populations du